Bonjour, l'émission d'aujourd'hui est extrêmement chargée. Au centre de notre attention, un incident choquant impliquant l'aviation de l'OTAN. L'Alliance a perdu 2 appareils en l'espace d'une demi-heure et la réaction du président Trump à cet événement a été qualifiée d'échec cuisant. Pendant que Washington enquête sur les causes, des nouvelles tout aussi inquiétantes arrivent d'Empire de Kiev. Des données secrètes sur la situation sur le front ont fuité sur le réseau, ce qui a provoqué un scandale militaire majeur et une recherche d'un éventuel traître au sein des plus hautes instances. Parallèlement, en Russie, un autre drame se déroule. L'avocate ukrainienne Tatiana Montian, connue pour son soutien au Kremlin, est soudainement déclarée extrémiste. En même temps, des arrestations massives ont lieu à Moscou lors d'une opération spéciale de la garde nationale russe. Et en Europe, on a trouvé un moyen original de lutter contre la violence domestique en proposant aux criminels de se mettre littéralement à la place de leurs victimes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán effectue une visite d'urgence à Washington. Le but de son voyage est une rencontre personnelle avec le président Donald Trump pour résoudre, comme il l'a dit, le problème des sanctions pétrolières contre la Russie. Dans une récente interview au journal italien La Repubblica, le dirigeant hongrois a souligné que son pays dépendait de manière critique des livraisons de pétrole et de gaz russe. Selon Orbán, sans ses ressources, les prix de l'énergie en Hongrie monteraient inévitablement en flèche, ce qui entraînerait des perturbations catastrophiques de l'approvisionnement et frapperait l'ensemble de l'économie. Le gouvernement du pays tente depuis des mois de convaincre l'administration américaine qu'en raison de son absence d'accès à la mer, la Hongrie n'a tout simplement pas d'alternative aux hydrocarbures russes. Selon l'agence Bloomberg, ces arguments sont avancés malgré l'existence d'un oléoduc alternatif qui relie la Hongrie à la mer Adriatique via le territoire croate. Il est intéressant de noter que ces dernières semaines, le président Trump, qui entretient des relations assez étroites et amicales avec Orbán, a commencé à se montrer plus compréhensif envers les arguments du Premier ministre hongrois. Orbán, de son côté, minimise systématiquement l'importance de la route croate, soulignant son coût plus élevé et sa capacité de débit qu'il juge insuffisante. Cependant, en Croatie, on n'est absolument pas d'accord avec cette évaluation. Zagreb affirme que la capacité de l'oléoduc est tout à fait suffisante pour assurer l'approvisionnement complet non seulement de la Hongrie, mais aussi de la Slovaquie, où se trouvent également des raffineries appartenant à la compagnie énergétique hongroise MOLU. Selon le ministère des Affaires étrangères hongrois, la rencontre entre Trump et Orbán devrait avoir lieu à Washington dès la semaine prochaine. Cette manœuvre diplomatique intervient dans un contexte de nouvelles déclarations fermes de Budapest sur la question ukrainienne. Le gouvernement hongrois a une fois de plus déclaré non catégorique à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Répondant aux questions des députés de l'opposition hongroise au Parlement à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré, je cite ces mots textuellement, « Vous pouvez être sûr que tant que je serai ministre des Affaires étrangères et que Viktor Orbán sera Premier ministre, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ne commencera pas. » Fin de citation. De plus, le ministre a souligné que l'Ukraine au sein de l'Union européenne, selon lui, représente une menace militaire directe pour toute l'Europe. Pendant ce temps, une autre tension monte aux frontières nord-est de l'OTAN. La Lituanie a déclaré qu'elle était prête à ouvrir le feu pour détruire tout ballon non identifié qui envahirait son espace aérien. Cette décision a été prise par le gouvernement lituanien dans le contexte de rapports faisant état de ballons de contrebande qui seraient lancés depuis le territoire biélorusse. La première ministre Ingrida Šimonytė a également annoncé que la Lituanie, en tant que membre de l'OTAN, pourrait soulever la question de l'activation de l'article 4 de la Charte de l'Alliance. Je vous rappelle que cet article oblige les pays membres de l'OTAN à se consulter en cas de menace pour l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'un des États participants. Madame Šimonytė a fait une déclaration cinglante. Par conséquent, nous sommes maintenant prêts à fermer la frontière avec la Biélorussie pour une durée indéterminée, mais avec certaines exceptions.
Cela signifie que les diplomates et le courrier diplomatique pourront circuler librement et que nos citoyens et les citoyens de l'UE pourront entrer dans notre pays depuis la Biélorussie, mais tous les autres voyages seront interrompus. Ainsi, nous envoyons un signal à la Biélorussie que nous ne tolérerons aucune attaque hybride et que nous prendrons les mesures les plus strictes pour les empêcher. Les événements prennent une tournure inattendue en Russie. Hier allié, aujourd'hui ennemi. L'avocate ukrainienne Tatiana Mantian, qui a déménagé en Russie avant le début de la guerre à grande échelle et qui a ensuite soutenu ouvertement la décision du Kremlin, se retrouve elle-même sur la liste des extrémistes en Fédération de Russie. Une affaire pénale a été ouverte contre elle et la RNL, Rosfin Monitoring, n'a pas précisé les raisons spécifiques de l'inscription de Mantian sur cette liste interdite. Cependant, selon Ekaterina Mizulina, chef de la Ligue pour la sécurité de l'Internet en Russie, de nombreuses plaintes ont été déposées contre l'avocate pour avoir discrédité l'armée russe dans ses publications. Mizulina elle-même a également déposé une plainte et l'a envoyée au ministère de l'Intérieur. Je vous rappelle qu'en 2023 déjà, le service de sécurité de l'Ukraine avait ouvert une affaire pénale contre Mantian en vertu de 4 articles, dont une atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Après avoir déménagé en Russie, Mantian est devenue une invitée fréquente des talk-shows russes, où elle a vivement critiqué les autorités ukrainiennes. Cependant, avec le temps, elle a également dirigé une vague de critiques contre les personnalités médiatiques russes et le Kremlin lui-même, ce qui, semble-t-il, est la cause de ces problèmes actuels. Et en Ukraine même, le scandale lié aux publications d'une personne qui pourrait bientôt diriger les troupes aéroportées continue de prendre de l'ampleur. Il s'agit du colonel Valentin Manko. Sur ses pages sur les réseaux sociaux, y compris la plateforme populaire TikTok, il a publié des cartes militaires contenant des données portant la mention « à usage officiel ». Les correspondants de guerre, les militants et les bénévoles qui aident les forces armées ukrainiennes ont vivement critiqué le colonel, l'accusant de jouer le jeu de la Russie. De plus, comme l'ont découvert les Ukrainiens, Manko publiait des photos depuis des postes de commandement sur lesquels on pouvait voir diverses cartes depuis au moins 1 an. Maintenant que le colonel est sous l'attention des médias et des militaires, il a dû donner des explications. Sur sa page Facebook, il a écrit « Tout ce que je publie est vérifié, c'est une carte ordinaire de Google Maps où j'ai marqué les villages qui sont les nôtres et ceux qui ne le sont pas. » Cependant, les analystes du canal de surveillance Deep State, qui met à jour quotidiennement sa carte en ligne avec des données sur la situation sur la ligne de front, ne sont pas d'accord avec lui. Ils affirment que les cartes publiées n'auraient pas dû apparaître sur le réseau sans autorisation appropriée. De plus, ils confirment que ce que montre Manko est différent de ce que les analystes militaires ont établi. Les informations sur la carte du colonel diffèrent considérablement de celles affichées sur le portail Deep State MapClive. Cela peut être soit une déformation consciente de la situation réelle devant le commandant en chef, soit une démonstration des positions réelles des forces de défense qui sont souvent placées pour maintenir formellement telle ou telle localité. Dans la plupart des cas, les ordres de retrait de ces positions ne sont pas donnés ou sont donnés trop tard lorsque la situation devient critique. Il convient de noter qu'après le tumulte dans les médias et les réseaux sociaux, Manko n'a pas reculé, mais en réponse aux critiques, il a publié dans les commentaires sur Facebook une photo de carte encore plus détaillée de la ligne de front, accompagnée d'une légende moqueuse « Regardez pour ceux qui veulent bien vraiment le voir ». Dans ce contexte, le président Zelensky continue de promouvoir sa stratégie. Il a déclaré que l'Ukraine cartographiait l'emplacement des futurs frappes sur le territoire russe. Sur la rue Bankova, on a souligné que les capacités à longue portée de l'Ukraine sont une composante de l'indépendance et une garantie de paix. Zelensky attend des forces armées ukrainiennes qu'elles remplissent toutes les tâches assignées pour infliger des frappes profondes sur la Russie et a même annoncé l'extension de la géographie de ces frappes. Dans une interview à la presse occidentale, il a déclaré que le président Trump devrait donner à l'Ukraine la possibilité de frapper des installations militaires et énergétiques en profondeur en Russie, bien que, selon lui, ces frappes pourraient ne pas être nécessaires. Vladimir Zelensky a exprimé sa position ainsi.
Si Poutine comprend que le refus de négocier crée des risques pour les actifs énergétiques russes, il s'assiera à la table. Nous ne parlons pas seulement de Tomahawks. Les États-Unis ont de nombreux systèmes similaires et la formation à leur utilisation ne prendra pas beaucoup de temps. Je crois que la seule façon de parler à Poutine est la pression. En Russie, pendant ce temps, on discute encore de l'avertissement de Poutine concernant une frappe stupéfiante contre l'Ukraine. À la Douma d'État, une telle frappe a été qualifiée de fin de cette guerre, sans toutefois préciser ce que cela signifiait exactement. Andrei Gouroulev, député de la Douma d'État de la Fédération de Russie, a déclaré « L'ennemi perçoit notre gentillesse et notre retenue comme une faiblesse et une indécision. Dans cette situation, une frappe stupéfiante est probablement nécessaire et elle doit être très stupéfiante. Plus elle se produira tôt, plus il y aura de chances que nous sauvions la vie de nos soldats et mettions fin à l'opération militaire spéciale. Entre-temps, les services spéciaux américains, dans le contexte de la déclaration de Trump, selon laquelle la guerre de la Russie contre l'Ukraine aurait dû durer 1 semaine et que la durée approche déjà les 4 ans, estiment que Moscou ne réussira pas à gagner sur le champ de bataille. Le journal italien La Stampa écrit sur les prévisions de la communauté du renseignement américaine qui cite ensuite 4 facteurs. Ce qui éloigne la Russie de la victoire, c'est l'utilisation massive de réservistes, la situation économique difficile, la progression à peine perceptible de la Russie en Ukraine et les capacités technologiques et militaires de l'Ukraine elle-même. De plus, Trump, comme vous vous en souvenez, a critiqué la veille l'essai du missile de croisière Bourevestnik, déclarant que Poutine devrait mettre fin à la guerre au lieu de se livrer à des essais. Poutine, cependant, a répondu la veille lorsqu'il prévoit de parler de paix avec Trump. Il s'avère qu'il n'y a pas encore de progrès après l'annulation, le report ou même l'échec du sommet de Budapest. L'assistant de Poutine, Yuri Ouchakov, a commenté cela ainsi, mais pour l'instant, il n'y a pas d'instruction, absolument aucune. Mais la volonté de principe de faire avancer une rencontre, si elle est discutée à l'avance par des experts, est-elle maintenue ? À la question de savoir si cela signifie qu'il ne se passera rien avant la nouvelle année, il a répondu « Je ne sais pas ». Vous vous souvenez de la rapidité avec laquelle nous nous sommes mis d'accord pour organiser une rencontre à Anchorage. Au fait, les alliés de l'Ukraine et les alliés de la Russie ont déclaré à plusieurs reprises que cette guerre ne se terminerait pas sur le champ de bataille, mais à la table des négociations. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Et si vous êtes partisan de la poursuite de la guerre, que signifie pour vous une victoire militaire? Laissez votre commentaire à ce sujet sous cette vidéo. Amis, je vous remercie encore une fois de votre soutien. Vous êtes si nombreux. Merci pour chaque pouce levé, je veux dire les likes. Merci à ceux qui s'abonnent. S'il vous plaît, rejoignez-nous, même ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je continue, on a proposé au président de s'enfuir. Les Américains proposent à Nicolás Maduro de quitter le pays et de se cacher en Russie ou en Chine. Les États-Unis le gardent toujours en ligne de mire. Un sénateur américain a laissé entendre que Maduro avait encore une fenêtre temporelle pour sauver sa vie. Le républicain Rick Scott l'a déclaré sur la chaîne de télévision CBS News. Selon le politicien, les jours du dirigeant vénézuélien sont comptés et des événements extraordinaires pourraient bientôt se produire dans le pays. Rick Scott a souligné qu'il ne s'attendait pas à une invasion américaine du Venezuela, mais il a qualifié Maduro de dictateur et de chef de cartel de la drogue qui a volé les élections à son propre peuple. Le sénateur a ajouté que les États-Unis avaient l'intention de veiller à la liberté et à la démocratie dans l'hémisphère occidental, laissant entendre que des changements pourraient affecter Cuba. Rick Scott a déclaré « À la place de Maduro, je me rendrai en Russie ou en Chine dès maintenant car ces jours sont comptés. Quelque chose va se passer, que ce soit des forces intérieures ou extérieures, je pense que quelque chose va se passer. » À la question de clarification d'un journaliste sur la puissance militaire au large des côtes vénézuéliennes et une éventuelle invasion, le sénateur a répondu « Je ne pense pas. Si cela se produit, je serai surpris. » Et voici la nouvelle mise en avant dans le titre. Une frappe contre l'aviation de l'OTAN.
2 avions de la marine américaine ont été perdus en l'espace d'une journée. Washington réagit avec perplexité. Une double catastrophe et un véritable choc pour la marine américaine se sont produits en mer de Chine méridionale. Un chasseur F-18 et un hélicoptère Seacock opérant à partir du porte-avions Nimitz se sont écrasés à seulement 30 minutes d'intervalle. C'est ce qu'a annoncé la flotte du Pacifique américaine. L'avion, qui faisait partie du 22e escadron de chasse, s'est également écrasé dans les eaux de la mer de Chine méridionale lors d'opérations planifiées à partir du porte-avions Nimitz. Les 2 membres d'équipage se sont éjectés avec succès et ont été récupérés sains et saufs par les unités de recherche et de sauvetage du 11e groupe d'attaque de porte-avions. Tout cela s'est produit alors que le président Trump était en visite en Asie et il a réagi aux incidents de la manière suivante. Donald Trump a qualifié les crashs successifs de très inhabituels et a suggéré qu'une panne de carburant pourrait en être la cause, répondant aux questions des journalistes à bord de l'avion présidentiel lundi lors d'un vol de Malaisie vers le Japon. La presse américaine rapporte que l'incident s'est produit alors que le porte-avions Nimitz retournait à la base aérienne de Kitsap après une mission au Moyen-Orient. Cette campagne devait être la dernière pour le navire avant sa mise hors service. Il s'agit déjà du 4e chasseur F-18 perdu par la marine américaine cette année. La cause exacte du crash des 2 appareils n'a pas encore été annoncée et maintenant quelques nouvelles courtes mais non moins intéressantes du monde entier. Près d'une tonne de chocolat interdit a été découverte à la frontière entre le Kazakhstan et la Russie. Un camion rempli de barres chocolatées n'a pas été autorisé à entrer en Russie car les sucreries se sont avérées être de production ukrainienne. Selon le service fédéral des douanes de Russie, ces produits sont soumis à des sanctions et interdits d'importation dans le pays. Au total, il y avait 372 boîtes en carton de chocolat dans le camion. Selon les douaniers russes, le véhicule avec les marchandises a été renvoyé à l'expéditeur. Le contrevenant risque une amende. Cependant, on ne sait pas encore comment elle sera recouvrée. En France, 10 personnes ont comparu devant le tribunal pour des republications et des commentaires sur des publications affirmant que Brigitte Macron n'était pas une femme, mais un homme et qu'elle était née homme. Le procès se déroule à Paris. 8 hommes et 2 femmes sont sur le banc des accusés. Parmi eux, un enseignant, un informaticien et même un élu. Ils sont accusés de nombreuses déclarations offensantes et malveillantes à l'égard de la première dame de France, qui concerne toute son sexe. Les documents de l'affaire indiquent également que les accusés soulignent la différence d'âge de 24 ans entre Brigitte et Emmanuel Macron, considérant cela comme un crime et une perversion. Les avocats de la défense sont sceptiques quant à cette affaire, déclarant que des millions de personnes dans le monde entier discutent de ce sujet simplement par curiosité et non par malice. Carlo Brusa, l'avocat d'un des accusés, a déclaré « Les faits, comme dans le cas des autres accusés, se résument à des tweets et des publications qui ont été considérés comme du harcèlement envers Brigitte Macron. Par conséquent, il risque maintenant une peine pénale pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. » Je vous rappelle que récemment, des informations sont apparues dans les médias selon lesquelles, sur le site du service fiscal français, les données personnelles de Brigitte Macron étaient pour une raison quelconque indiquées sous le nom masculin de Jean-Michel, le nom de son frère. L'épouse du président français a été, pour le moins, surprise lorsqu'elle s'est connectée à son profil de contribuable. Le palais de l'Élysée enquête sur l'identité de la personne qui a piraté le site du service fiscal. Les suspects ont déjà été identifiés. Arrestation massive à Moscou. Un coup de filet a eu lieu dans la capitale russe. Opération spéciale de la garde nationale russe et du comité d'enquête. Des centaines de personnes ont été visées. Les forces de l'ordre ont pris d'assaut une auberge de jeunesse à Moscou où, selon l'enquête, les règles de séjour des citoyens étrangers étaient enfreintes. Un raid de grande envergure sur les migrants a eu lieu dans le contexte des déclarations des autorités russes, selon lesquelles la Russie n'a besoin des migrants que pendant la durée de leur travail et qu'ils doivent tous se conformer aux exigences strictes en matière d'immigration.
Plus de 370 migrants ont été arrêtés à la suite de cette opération. Et pour terminer, une nouvelle de Croatie. On proposera aux personnes qui sont condamnées pour violences domestiques la possibilité de se retrouver dans le corps d'une victime femme et de ressentir ce qu'elle ressent dans le pays. Un programme spécial utilisant la réalité virtuelle est lancé pour la réhabilitation des agresseurs. Pour comprendre ce que ressent une femme ou un enfant qui a été témoin d'un horrible scandale, il suffit aux détenus de porter des lunettes de réalité virtuelle. Le ministère de la Justice, de l'Administration et de la Transformation numérique de Croatie déclare avoir élaboré plusieurs scénarios de simulation différents. Vesna Zelch-Ferancic, responsable du service de probation au ministère de la Justice de Croatie, a déclaré « Une des activités est consacrée à l'utilisation de la VR et elle comprend 2 scénarios élaborés. Le premier scénario suppose que le délinquant devient une femme victime. Un homme, plus grand que vous, entre dans la maison, commence à jeter des objets et à crier. Une situation de conflit est créée. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes parmi mes spectateurs. Je serais intéressé de connaître votre opinion sur une telle thérapie simulée. Veuillez laisser des commentaires ci-dessous. »